Merci de m'accueillir aujourd'hui donc, au parc Galéa. Je suis très heureux d'être avec vous et puis merci d'avoir pris le temps pour venir à cette conférence d'1 heure à peu près que je souhaite vous faire. Donc on va partir vraiment sur des enjeux qui nous touchent tous au quotidien, qui font également la une de l'actualité. Mais avant de démarrer, puisque nous sommes dans un cycle de géopolitique au sein du parc Galéa, je souhaite en fait vous poser d'abord une question. Est-ce que quelqu'un peut me proposer, il n'y a pas de mauvaise réponse, ce qu'est la géopolitique pour vous ? Une des définitions de la géopolitique, mais qui est proposée par Yves Lacoste, qui est un des grands spécialistes justement de cette discipline, c'est que la géopolitique, c'est l'analyse des rapports de force sur ou pour du territoire. Ça peut être du territoire physique, ça peut être aujourd'hui un territoire numérique, comme le cyberespace, mais à chaque fois qu'on va avoir une analyse géopolitique, on va s'intéresser justement d'abord à la géographie, parce que c'est de la géographie politique, on va s'intéresser aux rapports de force pour contrôler, dominer ou en tout cas se développer sur un certain territoire. Et moi, en fait, ça va être l'angle que je vais donner vraiment jusqu'au bout, en tout cas que je voudrais donner jusqu'au bout à cette intervention. Donc je ne suis pas en tant que tel économiste ou ni surtout ingénieur. Par contre, moi j'analyse les rapports de force et justement, potentiellement, la conflictualité qu'il y a à devoir se partager certaines ressources. Donc ça, c'est un petit peu l'entrée en matière. Voilà. L'avantage aussi de la géopolitique de l'énergie, c'est qu'elle se fait souvent la une des journaux. Là, j'ai tapé hier, alors j'ai un petit peu sollicité, j'ai un peu biaisé Google, mais j'ai tapé tout simplement crise énergétique sur Google et en fait, beaucoup d'événements d'actualité apparaissent directement sur la première page. Vous voyez, usine nouvelle, les Européens cherchent la parade face à la crise énergétique. Le Figaro, crise de l'électricité, la Chine ordonne de sécuriser les approvisionnements. Le Royaume-Uni frappé par une importante crise énergétique, dont des pénuries d'essence dans le sud du pays. Charbon, l'Inde au bord d'une crise énergétique sans précédent. Vous voyez les dates ? 8 octobre, 1er octobre, 21 septembre, 8 octobre. Ce sont que des titres là qui font vraiment la une. Et on est là aujourd'hui en train de se demander, beaucoup de pays, c'est aussi pour ça que je les ai mis ici, Chine, Royaume-Uni, Inde, Européens, etc., font face à des difficultés au niveau des prix, en tout cas, pour s'approvisionner en énergie. Nous, par exemple, au niveau européen, là, on se retrouve, et ça va aussi vous impacter, vous, en tant qu'individu, à avoir une facture de gaz qui augmente. Vous en avez sûrement entendu parler aussi dans le journal télévisé, dans la presse, et en plus du prix du gaz, le prix de l'électricité qui augmente. Il y a beaucoup de raisons derrière cela. Il y a des raisons qui sont justement techniques. Le fait ou économique, le fait déjà qu'au niveau de la croissance économique, puisque tout le monde est reparti en 2021, il y a eu une forte demande, une hausse de la demande en produits énergétiques, ce qui fait qu'il y a une sorte de déséquilibre entre l'offre et la demande. Plus précisément et plus proche de nous au niveau européen, on a aussi un marché du carbone et le prix du carbone a très fortement augmenté justement et de la tonne de carbone a très fortement augmenté. Mais en plus de ça, l'hiver dernier, il a fait froid, on a moins de stocks aujourd'hui, donc là on veut absolument reconstituer nos stocks pour s'approvisionner avec l'hiver qui arrive. Là on est sur des éléments très techniques ou économiques, mais il n'y a peut-être pas que ça aussi, sur ces crises-là. La Russie est montrée du doigt par les États-Unis, par l'Agence internationale de l'énergie, parce qu'elle est accusée de ne pas suffisamment livrer de gaz. En tout cas, elle est accusée de ne pas faire en sorte de livrer plus de gaz qu'elle ne le fait aujourd'hui pour compenser un léger recul justement des approvisionnements en provenance de Norvège parce que il y a eu des soucis justement techniques et des retards aussi sur la maintenance avec la crise Covid de certaines installations, ce qui fait que nos livraisons en provenance de Norvège diminuent et on pourrait très bien en avoir plus du gaz de la Russie, sauf que la Russie a un projet qui avance du coup maintenant très bien, Nord Stream 2, on aura l'occasion d'en reparler, qui est un gazoduc qui relie l'Allemagne directement depuis la Russie, qui a fait polémique et dont vous avez sûrement aussi entendu parler dans les journaux, avec une très forte pression des États-Unis en particulier. Et peut-être que, en tout cas, il y a une quarantaine de députés européens qui ont demandé une enquête pour vérifier si la Russie n'aurait pas délibérément limité ses livraisons de gaz pour pousser l'Allemagne à faire certifier plus rapidement le Nord Stream 2, qui est objet de controverse, pour justement faire pression sur l'Allemagne et voir ce projet-là aboutir
plus rapidement. Parce que le Nord Stream 2 permet à l'Allemagne d'avoir de nouveaux approvisionnements plus conséquents. Et donc, c'est dans l'intérêt de la Russie, justement, de voir ce Nord Stream être mis en route. Ça sécurise, en plus, pour la Russie, son marché. Donc voilà, en matière juste d'introduction, en quelques mots, on va dire l'actualité sur l'énergie, sachant que, pour nous, c'est extrêmement important de réussir à sécuriser nos approvisionnements en énergie. Parce que c'est quoi l'insécurité énergétique au final? Et ça, c'est un élément qu'il faut vraiment avoir bien en tête. C'est un élément crucial parce que quand on parle d'insécurité énergétique, on parle avant tout de service, enfin de sécurité énergétique, on parle de service énergétique. Donc quand on va parler d'insécurité énergétique, c'est qu'on va plus pouvoir assurer, en tout cas avoir certains services, que ce soit pour des individus comme vous et moi, que ce soit pour des entreprises, donc j'ai mis ce petit logo avec une sorte d'usine, mais aussi potentiellement pour des États, voire pour des armées. L'énergie est essentielle pour ces trois types d'acteurs. Or, les services énergétiques de base, quels sont-ils? Le premier, ça va être se chauffer ou alors se refroidir. Mais c'est vraiment extrêmement important. Ça peut être vous chauffer vous, ça peut être chauffer vos aliments, ça peut être chauffer de la matière pour fondre des métaux, par exemple, etc. Ça peut être aussi, évidemment, s'éclairer, c'est absolument essentiel aujourd'hui. Mais aussi, il ne faut jamais l'oublier, se déplacer. La mobilité, c'est un élément extrêmement important aujourd'hui de notre vie quotidienne et qui consomme beaucoup d'énergie. Pareil, donc pour produire plus largement et pour bénéficier également de tout le confort de la vie moderne, que ce soit un lave-vaisselle, mais aussi que ce soit un ordinateur, on a besoin constamment d'énergie. Et si on ne peut plus garantir ces services énergétiques, soit parce que nous n'avons plus d'énergie, soit parce que le prix de l'énergie est trop cher, là on a un problème pour notre sécurité en tant que telle. Et c'est vraiment un objet justement d'attention extrêmement forte des États, mais aussi des entreprises, pour bien garantir leurs approvisionnements. Surtout que, comme vous le voyez ici, l'énergie est vraiment au cœur de tous nos usages. On ne peut rien faire sans énergie. Vous voyez, d'ailleurs, là je vous ai repris donc la répartition de la consommation finale d'énergie dans le monde par secteur. Les données viennent de l'Agence internationale de l'énergie. Le premier poste qui consomme le plus d'énergie dans le monde, ce sont les transports. Donc, c'est vraiment aujourd'hui ça qui consomme le plus d'énergie. Suivi, juste après, j'ai pas mis les arrondis pour que ce soit plus simple, mais du coup, à la décimale près, c'est l'industrie. Ensuite, c'est le secteur résidentiel. Donc, en fait, ce sont les bâtiments, les logements, le fait, nous, d'avoir une maison, des appartements. Et puis après, il y a aussi quelques éléments qui sont intéressants d'avoir en tête. C'est que l'énergie n'a pas que des usages énergétiques. En fait, le plastique est fait à partir de pétrole. Et on a besoin du coup de beaucoup de pétrole aussi pour répondre à notre consommation, par exemple le plastique. Mais il n'y a pas que ça d'ailleurs. Ensuite, vous avez tous ces commerces et encore agriculture, etc. Mais voilà, c'est extrêmement important. Vous avez besoin d'énormément d'énergie pour vous déplacer. Et par exemple, Fabrice l'a bien indiqué et l'a indiqué en introduction, l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques est financé et soutenu par la DGRIS, donc du ministère des Armées françaises. Les armées françaises, elles ont absolument besoin d'énergie pour pouvoir prendre de vitesse sur le terrain, dans des zones extrêmement lointaines, isolées, des zones aussi qui sont particulièrement complexes, mais elles ont besoin de leurs tanks, leurs jeeps, leurs avions, un porte-avions. Ça a besoin d'énergie. Si vous n'avez plus tout ça, vous ne pouvez plus projeter votre force et prendre l'ascendant sur un territoire face à un adversaire. Donc, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Et comme vous l'avez vu, il y a régulièrement des tensions. Mais je voudrais aussi, en guise pour terminer sur cette introduction, vous donner un graphique qu'on n'a peut-être pas assez en mémoire quand on parle d'énergie. C'est que notre problème, il est peut-être pas seulement, en tout cas, au niveau de notre incapacité à satisfaire au niveau de nos approvisionnements d'énergie. Le problème, il est peut-être aussi ailleurs. Le problème, il est peut-être aussi qu'on consomme de plus en plus d'énergie. Et vous voyez cette consommation d'énergie qui est exponentielle depuis 1800. C'est absolument, pour le coup, phénoménal. Entre 1800 et 1850, on a quand même une hausse de 38% de la consommation mondiale d'énergie. C'est déjà quand même significatif. Et ce chiffre ne fait qu'exploser, en fait, que s'accroître sur la période suivante, plus 56% entre 1850 et 1900, plus 135% entre 1900 et 1950, et on ne s'arrête pas là. À partir, donc, justement, de la Seconde Guerre mondiale, après 1950 jusqu'en 2000, on a une hausse de 328% de notre consommation mondiale d'énergie. Donc le problème aussi,
auxquels on doit faire face, c'est pas seulement la sécurité de nos approvisionnements, c'est le fait que nous, mondialement, nous consommons toujours plus d'énergie, nous en avons toujours plus besoin. Et la grande question, c'est quid de 2000-2050 ? Est-ce qu'on va de nouveau avoir une logique comme ça exponentielle ? Et dans ces cas-là, les unes que je vous mettais vraiment en introduction sont un peu un avertissement en disant attention, est-ce qu'on a suffisamment d'énergie pour répondre à toute cette consommation-là ? Ou est-ce que faut trouver aussi soit de nouvelles énergies, soit de nouveaux modes de chauffage pour nos bâtiments. Enfin voilà, c'est vraiment les éléments clés. Comme là, vous venez, la conférence des marques, vous êtes tous éveillés. Ce sont les éléments un petit peu très importants que je voudrais... À la limite, si vous deviez retenir que ces 4 éléments-là, ça me conviendrait très bien pour le reste de la conférence. Et surtout, particulièrement ce graphique, pour réussir à concevoir en fait les ordres de grandeur quand on parle de géopolitique de l'énergie. Et puis, justement, c'est un élément essentiel pour essayer de comprendre notre insécurité énergétique. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec des difficultés à s'approvisionner en gaz ? Pourquoi est-ce que c'est un problème pour nous ? Si vous regardez le mix mondial de notre consommation d'énergie au niveau mondial, en fait, vous voyez qu'il est encore basé sur les énergies fossiles. Et c'est pour ça que mon intervention aujourd'hui, l'heure que je vais passer avec vous, je vais essentiellement l'axer, en tout cas une grande partie, je vais l'axer sur ces énergies fossiles. Parce que ça représente encore une fois le pilier de notre géopolitique. De l'énergie. L'énergie, les renouvelables, c'est vraiment l'avenir, mais encore aujourd'hui, les renouvelables, c'est que 6% de la consommation d'énergie mondiale, la consommation primaire d'énergie dans le monde. C'est quand même plus que le nucléaire, il faut l'avoir en tête, parce que maintenant ça a dépassé le nucléaire. C'est toujours moins quand même que l'hydroélectricité, donc dans les renouvelables, on met l'éolien, le photovoltaïque, etc. Mais l'énergie reine, ça reste le pétrole, 31%. Suivi du charbon, et ça on l'a peut-être pas assez en tête, et enfin le gaz. Le charbon est plus consommé dans le monde que le gaz, ce qui pour nous peut être une surprise, parce qu'en fait, en France, on a arrêté en grande partie déjà d'exploiter nos mines de charbon, mais nous avons aussi arrêté de consommer une grande quantité de charbon. Donc, mais ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Et je voudrais vous afficher justement, puisque dans la slide d'introduction, je vous donnais des éléments sur l'Inde, mais surtout la Chine, les États-Unis, etc. Je voudrais vous montrer que certes, au niveau mondial, on a un certain mix, mais au niveau national, il peut y avoir des contrastes extrêmement forts. Et donc, les pays auront des vulnérabilités différentes selon que leur mix énergétique est basé sur telle ou telle énergie. Vous pouvez prendre, par exemple, je les ai classés par alphabétique. L'Arabie Saoudite, son mix énergétique, en fait, il est binaire. C'est du pétrole et du gaz. Point. Quasiment. Vous avez, de toute façon, ce sont des ressources qu'elle a, elle, en abondance. Donc, tout son mix énergétique est basé dessus. C'est pas tout à fait le cas, par exemple, pour la Chine. Et la Chine, en fait, pour vraiment assurer la sécurité de ses approvisionnements énergétiques, se base, vous voyez, à 57% sur le charbon. C'est extrêmement important de l'avoir en tête parce que ça a du coup un impact extrêmement fort sur le bilan carbone de ce pays qui a quand même 1,2 milliard d'habitants. Mais d'autres pays ont vraiment des mix assez étonnants. Je vous ai pris le Brésil. Des fois, on s'en rend peu compte. Mais 29% de la consommation primaire d'énergie du Brésil est basée sur l'hydroélectricité. Parce qu'ils en ont mis plein en fait, des barrages sur leurs grands fleuves. Et ça leur permet de satisfaire une grande partie de leur propre consommation d'énergie. Ça leur donne aussi du coup une grande autonomie à cet égard. Et nous, par exemple, la France, notre spécificité au niveau mondial, c'est la part du nucléaire. Aucun autre pays n'a cette part-là, une part aussi importante du nucléaire dans sa consommation d'énergie primaire. Et puis j'ai pris la Russie, parce qu'on va y revenir. La Russie, elle, se base sur une ressource qu'elle a en propre, le gaz, qui représente plus de la moitié de sa consommation d'énergie. Ces différents profils vous expliquent aussi les différentes failles, les différentes vulnérabilités des pays et qui ne sont pas forcément tous touchés de la même manière par la pénurie de telle ou telle matière ou l'arrêt de tel ou tel flux. Ce qui va vraiment avoir, quand vous faites de la stratégie, de l'importance pour la suite.
Je me suis aussi amusé, puisque je suis en Corse, chez vous. Côté Corse, alors la consommation d'énergie, malheureusement, les chiffres que j'ai pu trouver datent un tout petit peu de 2014, mais c'était sur la page donc 2019 de la DREAL et de l'Observatoire du développement durable de la Corse. Mais en tout cas, c'est pas forcément la consommation d'énergie primaire d'ailleurs, mais les produits pétroliers représentent encore quasiment 80% de la consommation d'énergie de la Corse. C'est extrêmement important, vraiment important. Vous avez encore donc évidemment ces liaisons électriques avec donc la Sardaigne, et puis la Corse a un potentiel pour les énergies renouvelables, pour l'éolien, pour le solaire, qui représente déjà 9%. Du total, et c'est ça qui est significatif et qui sûrement mérite d'y prêter attention, parce que en termes d'autonomie aussi énergétique, on va y revenir par la suite, c'est un axe de développement d'ailleurs au niveau de la politique locale, et puis c'est une véritable force pour n'importe quel territoire en tant que tel. Puisque évidemment les produits pétroliers doivent être acheminés pour la Corse, soit par bateau, soit par différents flux. Et si, encore une fois, si vous n'avez plus ces éléments-là, vos services énergétiques de base ne sont plus assurés, que ce soit pour vous chauffer, pour vous déplacer, etc. Alors, maintenant qu'on a fait un petit focus au niveau très local sur la Corse, on va reprendre du large et on va repartir sur l'Europe. L'Europe, je ne vous ai pas mis son mix énergétique précédemment, je vous le mets ici. L'Europe consomme, donc le continent européen, pas l'Union européenne, le continent européen, donc Russie exclue, Ukraine inclus, Norvège inclus, etc., consomme à 34% du pétrole, ça reste à chaque fois quand même une énergie de base, 25% de gaz, 12% donc de charbon, donc c'est beaucoup moins que dans certaines régions du monde, mais ça reste significatif, 10% le nucléaire, 8% l'hydroélectricité et 12% le renouvelable. C'est l'une des parts les plus importantes dans le monde, qui peut justement aussi donner un peu plus d'autonomie, en tout cas énergétique, à l'Europe. Et au niveau stratégique, ça a de l'importance, parce que comme vous le voyez, l'Europe est un continent pauvre en ressources fossiles. Et ça, vous le savez tous. Mais les réserves mondiales de pétrole, elles ne sont pas chez nous. On n'a que 0,8% du pétrole et 1,7% des réserves mondiales de gaz. Ces réserves, elles sont au Moyen-Orient, en Russie, aussi en Amérique latine, etc. Donc c'est vraiment un point clé quand on veut analyser la géostratégie d'une zone, géostratégie en matière énergétique. C'est extrêmement important de voir ce qu'elle consomme et ce qu'elle dispose et ce dont elle dispose sur place, sur son sol. Justement parce qu'encore une fois la géopolitique c'est l'analyse des rapports de force sur ou pour du territoire, et si vous avez sur votre territoire des ressources énergétiques, ça peut vous rendre plus fort. C'est notamment le cas par exemple de la Russie, et du coup, l'Union européenne a bien conscience de sa faiblesse, a bien conscience de l'ampleur de sa consommation d'énergie et de la faiblesse de ses ressources. Et donc, il y a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qui ont été développés pour essayer de mesurer un taux de dépendance vis-à-vis des importations. Et donc, l'indicateur qui est mis en avant par notamment Eurostat, c'est en fait de prendre la part des importations en volume dans la consommation globale d'énergie de la zone. Et au niveau de l'Union européenne, dans son ensemble, nous sommes dépendants à 61% de nos importations. Donc nous ne sommes vraiment pas autonomes en la matière. Nous avons absolument besoin de nous approvisionner auprès de pays partenaires, auprès de fournisseurs extérieurs. Ce taux, il est indicatif, c'est-à-dire qu'il comprend toute l'énergie et toutes les énergies consommées par l'Union européenne. Mais il est beaucoup plus important sur deux énergies en particulier, justement le pétrole et le gaz. Nous importons quasiment 97% de notre consommation en pétrole, et ce chiffre est à peine moins élevé pour le gaz, puisqu'on est quasiment à 90%. Donc sur vraiment les deux ressources que nous consommons le plus en Europe, nous sommes complètement dépendants de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment un élément clé à bien avoir en tête, en fait, dans aussi un schéma géopolitique plus global, puisque ça va avoir des impacts aussi sur notre marge de manœuvre vis-à-vis de certains partenaires. Mais justement, je vais en profiter pour vous reposer une question. À votre avis, quel est notre premier fournisseur en pétrole ?
qui est le pays qui nous fournit le plus de pétrole et qui nous fournissait le plus de pétrole en 2019. Vous n'hésitez pas à donner différents pays, il y en a plein qui ont des grandes réserves. L'Arabie Saoudite, quelqu'un d'autre? Algérie, Koweït, Qatar, Venezuela. On s'arrête là et on va faire la même chose juste pour le gaz tout de suite parce que je vois que vous avez une bonne dynamique. Donc, qui est le principal fournisseur de l'Europe en gaz? Norvège, Russie, Algérie, tac tac. Et ben on va s'arrêter là, on va voir la réponse tout de suite. Pour le pétrole, c'est la Russie. C'est de loin le premier fournisseur de pétrole de l'Union européenne. Et ça, c'est aussi un chiffre qu'on n'a pas forcément en tête. Et ce qui est extrêmement important, c'est pas seulement le fait que la Russie soit première, c'est que la Russie est première très loin devant l'Irak, qui est le deuxième fournisseur de pétrole de l'Union européenne, de l'UE 27, le Royaume-Uni est sorti. Donc Irak 8,6% et devant même la Norvège. Alors effectivement, la Norvège et la Russie n'ont pas les mêmes montants de réserve, mais c'est quand même extrêmement significatif. Pour le gaz, la Russie est sortie dans vos réponses, c'était tout à fait juste. 40% de nos approvisionnements en gaz viennent de Russie. C'est quand même quasiment 2 fois plus que la Norvège qui est à 18%. C'est là aussi où il faut bien avoir en tête des ordres de grandeur et en fait, la localisation territoriale de notre énergie. L'énergie, on a toujours l'impression que c'est dématérialisé parce que c'est de l'électricité, parce que c'est de l'essence qu'on met dans notre voiture. On ne sait pas forcément trop d'où ça vient. Mais c'est important d'essayer de retrouver la source de ces approvisionnements-là qui sont stratégiques. Et il y a eu l'Algérie qui avait été notée dans le gaz, c'est tout à fait juste, c'est quand même le 3e fournisseur pour l'Union européenne. Donc voilà, on a quand même une certaine diversité, mais un poids extrêmement important de la Russie. C'est, encore une fois, je le répète, mais quand vous faites de la politique et que vous avez des différends stratégiques avec un pays qui vous fournit 40% de votre gaz et 30% de votre pétrole, c'est compliqué. Voilà, vous pouvez pas forcément faire tout ce que vous voulez. Et c'est là où justement la géopolitique et la géostratégie de l'énergie s'intègrent dans un cadre beaucoup plus vaste sur l'analyse des rapports de force entre pays. Je vous ai donné ces chiffres-là. Ils valent pour l'Union européenne 27. Là, on va maintenant s'attacher à avoir ces chiffres, mais au niveau de certains pays de l'Union européenne pour, encore une fois, changer d'échelle. C'est extrêmement important en géographie de passer du macro au micro. Et vous voyez que sur le pétrole, on était à 29%, sur le gaz à 40%. Et pour la Finlande, la Russie, c'est 88% de ses approvisionnements en pétrole. La Russie, c'est 97% des approvisionnements de la Finlande en gaz. Donc, en fait, les pays qui sont logiquement plutôt sur l'Europe de l'Est, voisins de la Russie, sont extrêmement dépendants du gaz et du pétrole russe. Ce taux, il est aussi extrêmement élevé pour des pays qui ont une histoire traumatique, dramatique avec la Russie, donc comme la Pologne, puisque 70% du pétrole polonais vient de Russie et 54% du gaz polonais vient de Russie. Mais il ne faudrait pas justement oublier que on est l'Union européenne, on est 27 et il y a différents profils de pays, enfin différents pays avec différents profils au sein de notre Union. Et si vous prenez l'Espagne, qui est un peu, j'ai essayé de prendre un peu l'opposé avec une taille critique quand même significative, la Russie c'est pas grand-chose pour l'Espagne. La Russie c'est 5% du pétrole, 8,5% du gaz, parce que en fait vous avez tout à fait raison sur plusieurs réponses. L'Espagne en fait s'approvisionne beaucoup d'Algérie. Ou alors du Nigeria. En tout cas, c'est beaucoup plus le sud. C'est pas tellement l'est qui va venir la soutenir. Et puis, nous, on a une situation qui est quand même assez limitée vis-à-vis de la Russie. C'est aussi pour ça qu'on a peut-être moins d'inquiétude quand on parle des coupures d'approvisionnement de la part de la Russie. C'est que la Russie, c'est 13% de notre pétrole, 20% de notre gaz. C'est significatif, mais en soi, si on pourrait changer de fournisseur relativement rapidement. C'est plus, on a plus de coudées franches. Et l'Allemagne est un cas intéressant. L'Allemagne est un cas intéressant parce que là, c'est vraiment l'intermédiaire. Sur le pétrole, on commence à s'approcher d'un tiers. Là, il y a une masse critique quand même. Et puis, c'est surtout le gaz. 50% du gaz aujourd'hui allemand vient de Russie. Donc ça aussi, dans le schéma, quand vous analysez des rapports politiques entre la Russie et l'Allemagne, c'est important de l'avoir en tête. Et quand on parle, et quand on reparlera de Nord Stream 2, donc, que j'ai évoqué en introduction, et voilà, c'est aussi un chiffre qu'il faut commencer à
à intégrer pour la suite. Donc encore une fois, si je réunis un petit peu tout ça dans un mouchoir de poche, ce qu'on consomme le plus dans le monde, et encore une fois aussi au niveau de l'Union européenne, c'est du pétrole, du gaz et du charbon. Nous, au niveau de l'Union européenne, la Russie, c'est notre premier fournisseur, même si évidemment entre différents pays de l'Union européenne, il y a des différences de profil qui sont extrêmement importantes. Mais ces différences, d'ailleurs, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui est le plus embêtant? Une dépendance de la Russie en pétrole ou une dépendance vis-à-vis de la Russie en gaz? Qu'est-ce qui est le plus stratégique pour vous, le pétrole ou le gaz en termes d'approvisionnement? Pétrole, gaz, pétrole, gaz. Alors, j'ai pas de compteur, donc j'ai quand même l'impression d'avoir un petit peu plus entendu pétrole que gaz. En fait... Voilà, il y a un vrai débat dans la communauté, mais contrairement à une idée reçue, c'est plutôt le gaz qui est extrêmement stratégique, pour une raison simple. C'est que le pétrole se transporte beaucoup plus facilement que le gaz. Et historiquement, le gaz était transporté par gazoduc. Ce qui fait que si vous êtes, quand vous approvisionnez en gaz, vous approvisionnez avec une infrastructure qui ne peut pas bouger. Donc vous êtes dépendant de votre fournisseur, et s'il vous coupe les vannes, vous ne pouvez pas changer, parce que vous ne pouvez pas changer le tuyau de place. Enfin, c'est une infrastructure qui ne se déplace pas. Alors que le pétrole, c'est déjà parce que, d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner, mais j'aurais dû commencer par là, parce que c'était trop évident. Le gaz, c'est un gaz, donc c'est très peu dense, donc vous n'en mettez pas beaucoup dans une quantité. Il faut justement réussir, par exemple, à le liquéfier pour réussir à en avoir beaucoup dans un méthanier. Et ça coûte cher, c'est peut être compliqué à faire, donc c'est relativement récent. Historiquement, c'est le gazoduc. Le pétrole, à l'inverse, c'est très très dense. Donc vous pouvez le mettre justement dans des tankers. Et ça, c'est l'immense progrès en matière de sécurité énergétique. À partir de 1973, quand l'OPEP a mis un embargo sur les exportations de pétrole à destination des pays qui notamment soutenaient Israël, en fait, les États-Unis ont répliqué en développant de nouveaux projets pétroliers, une nouvelle production pétrolière en dehors du Moyen-Orient, mais surtout en financiarisant aussi beaucoup le marché du pétrole, ce qui fait que c'est très facile d'acheter et de revendre du pétrole. Et donc vous avez des tankers qui partent d'un endroit, qui se dirigent à un autre, et puis en fait qui peuvent changer de direction si jamais le client a changé. C'est pas possible avec du gaz. C'est pas possible avec du gaz parce qu'encore une fois, c'est un gazoduc. Et le gazoduc, vous voyez ici les gazoducs européens, en fait, ils viennent la grande majorité vient de Russie. Et quand vous avez cette infrastructure-là qui pèse et qui conditionne en fait vos approvisionnements, vous ne pouvez pas en changer, vous êtes quand même relativement coincé. Donc vous voyez qu'on a la plupart des gazoducs qui viennent de Russie, mais pas que, justement d'Algérie, c'était très bien de le mentionner, mais aussi, on a des projets de gazoducs, il y a toute une géopolitique des tubes qui est extrêmement importante. La carte date un peu d'ailleurs, parce qu'il y a des petits pointillés qui ne devraient plus être en pointillés ou d'autres qui sont plus compliqués, mais donc potentiellement aussi du Caucase. Ça, c'est un point clé. Et donc, les gazoducs créent justement cette dépendance structurelle. Or, on a déjà eu une crise avec la Russie extrêmement forte. C'était en 2009. Alors, c'était pas la seule d'ailleurs, mais c'est celle-ci qui était vraiment très compliquée. Mon Dieu. En 2009, suite à un différend avec l'Ukraine pour le transit du gaz russe et notamment le prix du gaz payé par l'Ukraine, la Russie a pris une décision extrêmement radicale qui était de couper les approvisionnements de l'Europe qui passaient par l'Ukraine en gaz. Ça a eu un impact extrêmement fort sur tous nos homologues européens, puisque vous voyez ici sur la carte qu'il y a toute une partie de l'Europe centrale qui avait 75% de gaz en moins dans ses tuyaux. Et par rapport aux services énergétiques dont je vous parlais en introduction, qui sont vitaux en fait pour nous. Nous, on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand vous avez froid, c'est une crise énergétique qui n'est pas que intellectuelle, qui n'est pas que conceptuelle. Vous avez froid, c'est aussi justement vos corps qui en souffrent. Vous ne pouvez plus forcément aussi vous chauffer vos aliments, etc. Tout ce que vous faites à partir du gaz. Donc ça, c'est un point clé. C'est aussi intéressant de voir un petit peu la zone. C'est-à-dire que, OK, ça a atteint l'Allemagne, mais en fait, la France en a été relativement peu impactée. Et comme on le voyait, l'Espagne, quasiment pas. Et ça rejoint ce taux de dépendance énergétique des importations énergétiques que je vous montrais tout à l'heure. Donc il y a bien une géographie des approvisionnements. Ah,
et un curieux qui se cultive. Mais en tout cas, le point clé, c'est que suite à cette crise-là, on s'est rendu compte que, attention, l'Union européenne n'était pas assez outillée pour justement faire face à des défis géostratégiques quand il s'agit d'énergie, et notamment du gaz. Mais pour le coup, on peut saluer le fait que l'Union européenne ait appris et entamé une réponse qui était vraiment une réplique à cette décision de la Russie, puisque pour réussir à éviter ce problème à nouveau, l'Union européenne a développé de nouvelles capacités de stockage du gaz. Ça a été vraiment un élément clé, c'est-à-dire que si les Russes nous coupent les approvisionnements de gaz, il faut que nous, on ait un stock, un peu comme d'ailleurs avec le pétrole, on a 3 mois de stock, 90 jours de stock en permanence, donc on peut voir un petit peu venir. Là, avec le stockage, c'est un petit peu la même idée. Le deuxième élément, ça a été... D'ailleurs, je vais dire le troisième d'abord, l'intégration du marché européen. Au niveau européen, on a eu un problème en 2019 qui peut paraître bête comme ça, mais bon, les tubes étaient construits de cette manière-là aussi parce que historiquement, la Russie avait construit ces tubes vers du temps de l'URSS, donc vers des satellites, et le gaz n'allait que dans une direction. Et ça a été vraiment un problème quand on s'est rendu compte qu'on aurait pu injecter du gaz dans l'autre sens pour justement soutenir nos camarades et nos voisins européens, parce que peut-être par exemple que la France en avait et on aurait pu en renvoyer dans les tuyaux de l'autre côté, mais on ne pouvait pas. Il n'y avait qu'une seule direction et en plus, ce n'était pas assez interconnecté. Donc là, la deuxième réponse de l'Union européenne, c'est vraiment d'intégrer le marché pour être sûr de répartir les risques et de diluer le risque pour ne pas qu'un pays soit isolé face à un fournisseur, mais que c'est vraiment un peu tous pour un et un pour tous, que tous les pays puissent réinjecter du gaz s'il le faut pour un partenaire, un membre de l'UE en danger. Et le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est la diversification des approvisionnements. On s'est rendu compte que quand même vis-à-vis du gaz, on était trop dépendant de la Russie et qu'il nous fallait au moins une porte de secours. C'est pas évident parce que le gaz russe, en fait, il est quand même assez bon marché parce qu'il est près de chez nous, c'est un gaz conventionnel, donc il est très compétitif en termes de prix. Mais on se rend compte que notre sécurité énergétique a aussi un prix et qu'il faut accepter de le payer pour éviter d'avoir ce genre de crise qui nous coûte très cher au niveau économique, au niveau social, mais aussi au niveau politique. Et cette diversification des approvisionnements, elle est venue grâce à quand même quelque chose qui existait peu auparavant, qui est le gaz naturel liquéfié dont je vous ai parlé, qui consiste en fait à refroidir le gaz à moins 163 degrés pour que il devienne beaucoup plus dense. Et là, vous pouvez le mettre justement dans un méthanier et ça devient un peu comme du pétrole. Vous pouvez, le Qatar par exemple, peut nous exporter du GNL. Et puis si à un moment, moi j'exagère un petit peu, mais si on n'en veut plus, lui il peut partir en Australie, du coup pas en Australie plutôt, mais au Japon ou en Chine. Et donc là, il y a une sorte de fluidification du marché. On n'est plus dépendant d'un seul fournisseur, mais on peut en avoir beaucoup plus. Et on a vraiment investi sur ces infrastructures-là. On a vraiment investi pour faire en sorte que 45% de notre consommation annuelle en gaz peut être couverte par des livraisons de GNL. Et je vous rappelle que notre taux de dépendance en gaz à la Russie était de 40%. Donc on l'a aussi un peu pensé comme ça. Et ça, c'est vraiment... On a construit des terminaux, on les a dimensionnés pour être en mesure de se dire si on a un vrai problème stratégique, ok, on paiera très cher, mais on aura toujours de la matière. Et du coup, en 2019, le GNL représentait déjà 25% des importations, de la consommation de gaz. Donc, on a quelque chose de nouveau qui nous donne un nouveau filet de sécurité pour, en termes de géostratégie de l'énergie. Mais les réponses ne se sont pas faites qu'au niveau de l'Union européenne. Au niveau national, notamment les pays qui sont très dépendants et qui ont une histoire extrêmement souvent compliquée avec la Russie, ils ont aussi mis en place leur propre stratégie. Et par exemple, la Pologne, vous avez vu, vous vous souvenez, elle est très dépendante de la Russie pour le pétrole et le gaz, mais en fait, pour éviter d'être trop dépendante de la Russie, elle a énormément misé sur le charbon. Et une grande partie de sa consommation d'énergie est basée sur le charbon. C'est pas parce qu'ils veulent polluer et émettre beaucoup de gaz à effet de serre, parce que le charbon, en fait, c'est l'énergie, la matière énergétique qui pollue le plus, qui est la plus carbonée. Et ils misent dessus parce que cette ressource-là, au moins,
ils l'ont sur leur territoire et du coup ils peuvent se sentir aussi plus libres vis-à-vis de plus en sécurité vis-à-vis de la Russie. Ce qui leur permet à la Pologne de faire baisser justement leur taux de dépendance aux importations énergétiques à 48% de leur consommation d'énergie. Mais un cas qui est souvent, en tout cas, moi que j'ai été très surpris de découvrir, un peu par hasard d'ailleurs, parce que je ne suis pas du tout spécialiste des pays baltes, mais le taux de dépendance aux importations énergétiques de l'Estonie est de 5%. C'est absolument... je pensais qu'il y avait une erreur statistique dans la base que je consultais à la base, parce que nous, la France, on est vers les 60%. On a quand même... puis il y a la Norvège, ok, est indépendante, mais taux de 5% en l'Europe, c'est du jamais vu. Et en fait, l'Estonie a fait un pari. A fait le pari d'exploiter sur son sol des hydrocarbures non conventionnels, extrêmement polluants. En fait, c'est un petit peu les mêmes hydrocarbures, si vous voulez, qu'aux États-Unis, donc pétrole de schiste, sable bitumineux. Et là, du coup, voilà, avec la fracturation hydraulique, ils ont pu développer de nouvelles ressources que nous, on s'est interdit. En fait, en France, il y a même l'interdiction de prospecter sur ce type de ressources. Voilà. Et eux ont fait ce choix-là parce qu'ils se sont dit, d'un point de vue environnemental, c'est certes la catastrophe, mais nous, notre priorité, c'est avant tout notre indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. On ne veut pas être dépendre comme ça de notre voisin qui nous a aussi occupés pendant des décennies. Et cette indépendance est extrêmement importante à leurs yeux. Donc voilà, 12 stratégies aussi nationales qui illustrent bien aussi à quel point les pays s'investissent sur ces questions-là. Alors, comme le temps passe, que je veux quand même vous dire quelques petites choses en plus, je vais juste souligner pour vous donner un petit graphique, une petite carte sur le Nord Stream, donc qui est le Nord Stream 2, qui est là une stratégie à rebours de celle que je viens de vous présenter, stratégie de l'Allemagne. Alors que la Pologne et l'Estonie veulent vraiment limiter leur dépendance aux importations de gaz ou de pétrole de la Russie, l'Allemagne est en train de faire le pari inverse et c'est maintenant connecté au Nord Stream 2 qui a été finalisé, qui permet, en fait, il y avait déjà un Nord Stream 1. Ce Nord Stream 2 donc, rajoute de nouvelles capacités, en fait, double les capacités pour que l'Allemagne s'approvisionne en gaz de la Russie sans passer par l'Ukraine, sans passer par d'autres pays. Et ça, c'est vraiment une stratégie à rebours, mais qui s'explique aussi pour l'Allemagne pour une autre raison. C'est qu'à partir de 2011, ils ont fermé leur centrale nucléaire. Donc Fukushima 2011, les mouvements verts et écologistes en Allemagne sont très très anti-nucléaires. Et donc, Angela Merkel a décidé de fermer, un petit peu du jour au lendemain, les centrles. Problème, l'énergie de substitution, ça a été le charbon, qui, comme je vous l'ai dit, est l'énergie qui émet le plus de gaz à effet de serre. Du coup, il faut absolument réduire cette part-là aussi du charbon. Et le gaz, c'est un intermédiaire. Évidemment, ce n'est pas décarboné comme énergie, loin de là. Mais alors, c'est beaucoup moins polluant que le charbon. Et donc, en termes de transition et de pont énergétique avant d'atteindre la neutralité climatique, eh bien, l'Allemagne a fait le pari de s'approvisionner en gaz auprès de la Russie. C'est vraiment extrêmement polémique, ça a suscité l'opposition même très forte des États-Unis qui, avec l'arrivée de Joe Biden, ont finalement accepté pour renouer, et là c'est une stratégie vraiment à plusieurs bandes, pour renouer après Trump de bonnes relations avec l'Allemagne, de dire on accepte ce gazoduc-là parce que vous y tenez tant. Par contre, l'Allemagne maintenant est un petit peu chargée de vérifier avec la Russie que la Russie continue de passer par l'Ukraine. Parce que pour l'Ukraine, le transit du gaz, c'est un moyen de financement pour son économie qui est extrêmement important. Et si on le laisse tomber, si le gaz russe ne passe que par Nord Stream 2 ou Nord Stream 1 et ne passe plus par l'Ukraine, en fait, l'économie ukrainienne va être aussi extrêmement mise en difficulté. Ce qui n'est pas... déjà, c'est ce qui est un vrai problème. Et pour la stratégie aussi états-unienne et européenne d'avoir une stabilité sur l'Ukraine, c'est un vrai défi. Donc voilà, c'est encore une fois au niveau européen, il y a une grande diversité de profils, il n'y a pas toujours la même stratégie et il n'y a pas toujours d'accord sur ces questions-là. Les pays baltes et la Pologne sont vraiment vent debout contre le Nord Stream 2, qui est passé finalement tout récemment. Et qui est vraiment constitutif de l'avenir, de la situation énergique en Allemagne. Le problème, c'est que la Pologne a misé sur le charbon, l'Estonie a misé sur les hydrocarbures non conventionnels, l'Allemagne mise un peu sur le gaz pour faire un pont vers une transition énergétique. D'accord, très bien.
Sauf que nous, notre plus grand défi là, au niveau énergétique et même au niveau géopolitique, ma collègue, comme l'a mentionné Fabrice, est venue faire une conférence sur la géopolitique du climat et surtout sur les enjeux sécuritaires du climat. Qui sont extrêmement nombreux, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais entre la montée des eaux, les incendies qui peuvent être beaucoup plus violents, des déplacements de population aussi, etc. Et l'Union européenne a pris l'engagement d'atteindre, ou en tout cas s'est donné pour objectif d'atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. Problème, centrale à charbon, c'est ce qui émet le plus de gaz à effet de serre. Vous savez que vous êtes à 1058 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d'énergie finale pour de l'électricité. Ça, ce sont les sources de l'ADEME. Pour le pétrole lourd, c'est 778 grammes équivalent CO2. Gaz naturel, ça reste aussi très significatif, 443. Les autres énergies qui consomment, en tout cas qui émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre, enfin d'équivalent CO2, c'est donc l'éolien. Et donc j'ai pris l'éolien en mer. Si c'était l'éolien sur Terre, ça serait 10 au lieu de 9. Mais bon, par manque de place, je me suis limité. Et le nucléaire, donc, qui est à 6 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie finale. Ça a une importance parce que, regardez, vous vous souvenez du graphique que je vous ai montré sur la consommation d'énergie dans le monde qui était exponentielle entre 1800 et 2019. On a à peu près la même chose sur les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et ça, c'est un véritable enjeu, c'est un véritable défi. Et là, le rapport de force, il n'est plus nous entre États, il est entre nous face à quelque chose qui nous dépasse entièrement, qui est notre planète, qui est notre climat. On n'est plus sur des ordres de grandeur qui sont humaines, ni sur des échelles de temps qui sont humaines, mais on est en train d'avoir un impact sur en fait, notre environnement qui nous dépasse. Et si vous regardez les émissions mondiales de CO2, elles étaient à 28 millions de tonnes en 1800. Elles ont en fait explosé en à peine 200 ans. Sachant qu'elles explosent aussi énormément. On partait donc de très bas, entre guillemets, en 1800. Donc il y a quand même une multiplication par 10 entre 1850 et 1900. On passe de 197 millions de tonnes à 1954 millions de tonnes. Mais après, c'est une envolée. Et là, en 2019, on a 36 millions de tonnes de CO2. Or, si on veut atteindre la neutralité climatique, il faut atteindre 0 en 2050. Donc, il y a c'est un enjeu géostratégique. Et si je vous ai aussi indiqué les slides d'avant, si je vous ai montré les slides d'avant, c'est que là, il peut y avoir aussi une contradiction, une opposition entre deux impératifs pour la Pologne et par exemple l'Estonie, qui, eux, veulent absolument assurer leur sécurité énergétique vis-à-vis de la Russie, mais en même temps, qui doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans des délais qui sont incroyables. Donc là, il y a une vraie complication et de vrais enjeux parce que ça va nourrir des débats. Pour ouvrir, et je serais très heureux lors de la phase de questions-réponses aussi d'aller plus loin sur la mise en perspective sur les nouvelles technologies, sur les pistes pour décarboner nos économies. Mais je voudrais vous laisser aussi avec un élément clé qui est que donc si on veut atteindre la neutralité climatique en 2050, il y a un défi qui est encore plus difficile à atteindre que les autres, c'est de décarboner les transports. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma slide de tout début, je vous montrais que ce qui consomme le plus d'énergie dans le monde en 2019, c'était les transports. Le problème, c'est que les transports, par rapport aux bâtiments, c'est de la mobilité. Donc, c'est pas connecté à un réseau, c'est pas en permanence relié. Et pour la mobilité, en fait, c'est le pétrole, les carburants d'origine fossile, qui sont vraiment la meilleure solution, qui offrent le meilleur ratio entre densité, puissance énergétique, etc. Et autant on a réussi à décarboner, par exemple au niveau de l'Union européenne, on a réussi à limiter et commencer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour le résidentiel, même pour l'industrie. Bon, il faut bien avoir en tête que pour l'industrie, on a quand même délocalisé notre industrie en Chine et dans d'autres pays. Donc il y a quand même il faut l'avoir en tête. Mais on a réussi à le faire sur beaucoup de secteurs et pas sur les transports. Ça fait partie des... c'est pas le seul d'ailleurs, je crois qu'il y en a un deuxième, mais l'un des deux seuls secteurs qu'on n'a pas réussi à décarboner et dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis 1990. En fait, le défi est technologique. C'est que jusqu'à présent, et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, parce que là, c'est en train de bouger très vite, on commence à avoir plusieurs pistes qui se mettent en place. On a les biocarburants qui ont été
considérée comme vraiment une option très, très intéressante, à très fort potentiel, presque jusqu'à maintenant d'ailleurs, même jusqu'à 2008, 2015, etc. Parce que c'était la solution de facilité. Biocarburant, c'est en fait carburant fossile que vous remplacez. Biocarburant, en fait, ce sont des biocarburants produits à partir de produits végétaux. Donc ça peut être, par exemple, si c'est de l'éthanol, donc de l'essence, de la bioessence, ça peut être fait à partir de de toutes les plantes qui ont du sucre. Donc on peut en avoir plein. Ça peut être aussi du biodiesel. Donc vous pouvez utiliser du soja pour produire des biocarburants. Problème avec les biocarburants, c'est qu'on est basculé d'une géopolitique de l'énergie à une géopolitique de la sécurité alimentaire. Parce que du coup, ce qui s'est produit notamment en 2008 avec les émeutes de la faim, c'est que nous, Européens, avec un fort pouvoir d'achat, on a été capables, surtout Européens, d'acheter en fait, des denrées alimentaires, non plus pour nous nourrir, mais qui étaient utilisées et pouvaient être achetées par des populations locales pour se nourrir, mais en fait pour les mettre dans nos moteurs. Ça a fait monter les prix des denrées alimentaires de base qui étaient essentielles, que ce soit notamment en Afrique, mais aussi au Mexique par exemple. Et ça a créé vraiment, les gens ont eu faim tout simplement, ce qui est inacceptable, et des mouvements sociaux, des mouvements aussi de panique sur les marchés. Donc là, on s'est dit, attention, biocarburant, il y a quelque chose qui ne va pas sur cette première génération, donc la génération qui emploie en fait qui emploie vraiment le maïs, le soja, ce qui se mange. On s'est dit, attends, on va mettre un coup de frein en fait sur cette technologie-là. Surtout qu'on s'est rendu compte en parallèle que les biocarburants n'étaient pas si neutres en carbone que ça. Parce que, ça c'est un risque, alors l'acronyme est un peu barbare, c'est CAIS, changement d'affectation indirecte des sols. Mais on s'est rendu compte que certains exploitants agricoles allaient raser par exemple des parties de la forêt amazonienne pour planter du soja. Et là, en fait, l'effet il est complètement inverse, c'est-à-dire que la forêt amazonienne, c'est un puits de carbone. C'est ça qui absorbe aussi, qui peut absorber l'excédent de carbone qu'on n'arrête pas d'émettre dans l'atmosphère. Donc si on rase ça, l'opération elle est même plus, elle est punie, elle est négative. Donc, il faut absolument qu'on arrête. Et aujourd'hui, l'Union européenne est quand même revenue sur les biocarburants en disant, il n'y a que les deuxième génération, donc les biocarburants qui n'utilisent plus ce qui se mange dans la plante, mais justement la tige, les feuilles, les résidus, les déchets. Et il y a une troisième génération qui est en gestation, mais c'est vraiment les balbutiements au niveau technologique pour utiliser des algues, par exemple, des algues donc, qui ne se consomment pas. Mais à chaque fois, sur chaque solution, il y a aussi des inconvénients, il y a aussi des limites, pas seulement au niveau du coût. Les algues, par exemple, ça peut consommer énormément d'eau, donc ça peut aussi poser d'autres problèmes. Ce qui est aussi en train de monter très très vite, alors je ne suis pas un spécialiste sur la question, mais c'est vraiment un vecteur d'avenir, c'est l'hydrogène, sur laquelle la France veut être justement en tête. Mais il n'y a pas que la France, il y a aussi la Russie. Et il y a beaucoup d'autres pays qui s'intéressent de très très près au développement de l'hydrogène pour réussir à décarboner nos transports, donc d'avoir des véhicules électriques mais qui fonctionnent avec une pile à combustible. Ça, c'est vraiment un très beau un élément à avoir en tête. Et puis, ce qui est en train, là, concrètement, de changer la mobilité à très court terme, ce sont les batteries. Ce sont les batteries qui sont en train de révolutionner le secteur automobile et l'industrie automobile, pas seulement européenne mais mondiale, parce que ça y est, c'est une solution technologique qui est arrivée à peu près à maturité. Il y a encore des axes de progrès et d'amélioration comme pour l'hydrogène et comme pour les batteries, mais là ça y est, énormément de constructeurs automobiles lancent des véhicules électrique. Et ça devient vraiment la nouvelle frontière pour l'industrie, la nouvelle bataille technologique. Et c'est là où, du coup, l'énergie rejoint aussi la géoéconomie, parce que derrière les batteries, en fait, il y a des enjeux aussi de pouvoir, il y a aussi des enjeux de pouvoir industriel, de pouvoir technologique, et aussi d'équilibre financier, parce que nous, par exemple, au niveau européen, nous exportons beaucoup nous avons une industrie automobile, notamment allemande, qui est très très forte à l'export. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au niveau mondial, le pays en tête et l'industrie en tête sur la construction de véhicules électriques, c'est pas l'Allemagne, c'est la Chine. Et ça, c'est un changement de paradigme extrêmement important qui vient en plus de loin, parce que les autorités chinoises ont fait le pari des véhicules électriques bien avant nous.
aussi parce que leurs villes et les grandes villes chinoises souffraient de la pollution de l'air, qui est vraiment un facteur de surmortalité extrêmement important, qui était aussi une cause d'agitation sociale et de contestation sociale du pouvoir communiste sur place, ce qui fait qu'en plus de limiter le nombre d'immatriculations qui pouvaient être délivrées chaque année, il y a eu tout un soutien au développement de véhicules électriques. Et donc, en fait, l'industrie chinoise aussi s'est dit, là, on est en train de parler de changement climatique. Les Européens, qui sont vraiment les meilleurs, avec aussi les Japonais, par exemple les Coréens, mais évidemment les Américains, sur le moteur à explosion, sont n'ont pas encore investi sur le moteur et le véhicule électrique. Prenons la place avant eux. Et ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien fait aussi parce que en fait, ils avaient sur leur territoire la production d'un maillon clé des véhicules électriques, qui est justement la batterie. La batterie, à la base, les batteries pour les véhicules électriques, c'est pas récent, mais c'est un point, en fait, beaucoup de batteries sont produites en Chine pour notre électronique. Et en fait, on est parti sur les batteries, avant d'arriver aux batteries pour véhicules électriques, on est parti sur les batteries des téléphones, des petits gadgets électroniques à faible valeur ajoutée, mais au fur et à mesure, on a appris à construire des batteries toujours plus performantes. Et maintenant qu'on arrive à ce stade de pouvoir construire des batteries performantes pour des véhicules, en fait, la Chine a sur son sol le plus grand nombre d'usines de batteries dans le monde. Je vais aller très rapidement sur les slides. Hop, attention, c'est... Voilà. Allez-y. Hop, voilà. Là, c'est le nombre de méga-usines de batteries dans le monde par pays. Et donc la Chine concentre, et encore une fois, je vous rappelle que les batteries, c'est 30 à 40% du prix, du coût de production plutôt d'un véhicule électrique. Donc il y a 30 à 40% de la brique qui vaut le plus cher qu'aujourd'hui vraiment en Chine. Et c'est ça qui est vraiment important. Surtout que, en fait, quand on analyse la géostratégie d'une nouvelle technologie, c'est important de s'intéresser non seulement à la technologie en question, mais à tout ce qui est en amont et tout ce qui est en aval. Et j'ai entendu terres rares à un endroit. Alors, il n'y a pas de terres rares dans les batteries, mais il y a des minerais qui sont critiques. Et il y a des terres rares, par contre, sur les véhicules électriques, par exemple, justement pour tout ce qui est moteur. La Chine n'a pas ces ressources-là. Hop. Pour construire, alors vous entendrez peut-être sur les batteries parler de batteries NMC, NCA, c'est des acronymes barbares, mais en fait derrière se cachent les noms des minerais. Les batteries NMC qui sont les plus développées pour les véhicules électriques aujourd'hui sont des batteries qui ont du nickel, du manganèse et du cobalt. Vous voyez ici que la Chine n'a pas de réserve de nickel, de manganèse ou de cobalt sur son... Enfin, on a peu en tout cas, et on produit peu sur son sol. Il y a quand même pas mal du nickel. Ils ont surtout beaucoup de graphite. Mais ce que les entreprises chinoises ont fait, puisqu'ils étaient en avance aussi sur leurs concurrents, ils ont très bien compris que, attention, pour leur chaîne d'approvisionnement, ça allait être très important de sécuriser l'achat et la production de ces minerais stratégiques. Ils sont allés envoyer leurs entreprises minières directement sur les lieux de production. Donc, par exemple, en RDC, en République démocratique du Congo, potentiellement aussi en Amérique latine pour le lithium. Et donc, les entreprises chinoises peuvent produire les minerais sur place pour vraiment sécuriser leurs approvisionnements. Et ensuite, c'est renvoyé en Chine. Et la Chine, en fait, a un deuxième atout clé, parce que quand vous prenez une chaîne de valeur, donc c'est une succession d'étapes, il y a un goulot d'étranglement, un pincement, si vous voulez, sur le raffinage. Parce que le raffinage, c'est très coûteux, c'est aussi très polluant. Mais aujourd'hui, la Chine concentre sur son sol, comme pour les terres rares d'ailleurs, l'essentiel des capacités de raffinage des minerais qui sont utilisés pour les batteries. Et ça, c'est un élément clé. Parce que nous, le lithium, on en a en Europe, mais on n'a pas les capacités de raffinage. Donc ça veut dire que si on veut utiliser notre propre lithium pour notre propre batterie, on est obligé de l'envoyer aujourd'hui en Chine, qui nous le renvoie. Donc là, on a de nouveau ce problème de goulot d'étranglement où tout doit passer sur un centre. Et encore une fois, la géopolitique, c'est l'analyse des rapports de force sur un territoire. Là, vous avez un territoire qui concentre en fait, une capacité que les autres n'ont pas. Et c'est là où en fait l'Union européenne s'est aussi lancée dans cette bataille, parce qu'on a compris que je vais revenir en arrière et hop, on a compris que la demande mondiale en batterie, c'était quelque chose de stratégique.
Là, ce sont les chiffres de justement Battery Europe qui dépend de la Commission européenne, si je ne me trompe pas. Donc la demande mondiale en batterie devrait être multipliée par 10. Ça va être essentiellement pour la mobilité, donc les véhicules notamment, il y a le transport de passagers, mais aussi potentiellement pour du stockage stationnaire. Donc vous avez des éoliennes qui produisent ou du photovoltaïque qui produit. Il faut réussir à stocker des fois l'électricité si elle ne peut pas être consommée tout de suite pour être réinjectée plus tard dans le réseau. Donc là, vous avez des systèmes de stockage. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'en Corse, dans Corse ce matin du jour, a été inaugurée une centrale de stockage avec des batteries lithium-ion, précisément pour pouvoir réussir à stocker l'énergie photovoltaïque ou éolienne corse, qui, si elle n'est pas utilisée tout de suite dans le réseau, peut être réinjectée 1 heure ou 2 jours après. Je n'irai pas dans la technique, je laisserai les spécialistes en parler. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que c'était une technologie d'avenir, donc l'Union européenne a lancé plusieurs plans. Donc ça s'appelle des PIEC, des programmes, projets d'intérêt européen économique commun. J'ai dû inverser un ordre. Elle en a lancé 2 et ça autorise, contrairement à vraiment dérogation des règles de la concurrence européenne, ça autorise les États à financer directement leurs entreprises pour développer ces projets-là. Au niveau européen, c'est vraiment une dérogation. C'est-à-dire que normalement, les subventions d'un État à une entreprise, c'est complètement interdit. Là, vu l'enjeu stratégique que ça représente, l'Union européenne a autorisé 2 projets d'un montant du coup total de mémoire, quelque chose comme 6 milliards d'euros. Les projets doivent évidemment être en concertation, ça doit être des projets européens, il ne peut pas y avoir qu'une seule entreprise, genre le gouvernement français ne peut pas tout donner à une entreprise française, il faut que ce soit un consortium, il faut que ce soit une équipe, encore une fois, européenne, intégrée. Mais on est sur de nouvelles batailles. Le pétrole, le gaz sera vraiment le mot de la fin pour moi, mais le pétrole, le gaz, le charbon, ça reste les piliers de la géostratégie de l'énergie aujourd'hui. Par contre, pour demain, il faut absolument changer de pilier, changer de pied. Si on veut réussir à décarboner notre énergie et nos économies pour éviter d'avoir à faire face à des enjeux sécuritaires qui nous dépassent complètement. Et ces relais de croissance, c'est justement des nouvelles technologies que nous, on maîtrise peut-être pas, qu'on maîtrise pas encore, qui ne sont pas encore complètement déployées et sur lesquelles énormément de réflexions sont en cours et qui sont extrêmement importantes même pour nous, notre quotidien, parce que ça peut engager de nouvelles filières industrielles, donc de nouveaux emplois sur le territoire et puis évidemment assurer notre sécurité énergétique. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et puis j'aurai plaisir à échanger avec vous puis avec Fabrice sur toutes ces questions.